J'ai signé ce contrat prénuptial avec des larmes dans les yeux, pensant protéger l'homme que j'aimais de ma famille désargentée. Sa mère m'a regardé le signer avec un sourire satisfait. Mais 3 mois plus tard, quand l'avocat de mon père a appelé au sujet de mon héritage, ce sourire a vite disparu. Avant de plonger dans cette histoire qui a changé toute ma vie, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Croyez-moi, vous voudrez entendre chaque détail de ce qui s'est passé quand j'ai découvert la vérité sur l'argent de ma famille. Allons-y. On dit que l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai appris à mes dépens que parfois ce n'est pas l'amour qui est aveugle, c'est nous. Je m'appelle Tiana et je vais vous raconter comment un simple bout de papier a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la famille et ma propre valeur. Tout a commencé il y a 2 ans. J'avais 28 ans et j'enseignais en CO2 à l'école élémentaire Lincoln. J'adorais mon travail, même si le salaire n'était pas mirobolant. Il y a quelque chose de spécial à voir le visage d'un enfant s'illuminer quand il comprend enfin un problème de maths ou lit sa première phrase complète. C'est ce genre de richesse qui comptait pour moi jusqu'à ce que je rencontre James. J'étais dans un petit café de la 5e rue, en train de corriger des copies comme tous les mardis après l'école. J'avais mon stylo rouge en main, parcourant une pile de tests d'orthographe, quand un homme à la table d'à côté a éclaté de rire. Pas juste un petit gloussement, mais un rire sincère qui m'a fait lever les yeux de mes copies. Il lisait quelque chose sur son téléphone, secouant la tête avec un sourire qui m'a tout de suite attiré. « Désolé », a-t-il dit en remarquant que je le fixais. « Mon pote vient de m'envoyer la pire blague de papa de l'histoire. » Il avait des yeux marrons chaleureux et portait un costume parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. « James », a-t-il dit en me tendant la main. « Tiana », ai-je répondu, et c'était parti. Nous avons discuté pendant 2 heures d'affilée. Il était banquier d'investissement dans une grande firme du centre-ville, mais il n'avait pas l'air des types prétentieux qu'on voit dans les films. Il m'a posé des questions sur mes élèves, a ri à mes anecdotes sur le chaos en classe et semblait sincèrement intéressé par mon univers. Pendant les 6 mois suivants, nous étions inséparables. James venait me chercher après l'école, m'apportait un café pendant ma pause déjeuner et passait ses week-ends à m'aider à décorer ma salle de classe. Il retroussait ses manches hors de prix, accrochait les dessins des élèves comme s'ils allaient être exposés au Met. Je tombais amoureuse et je pensais qu'il l'était aussi. Mais ensuite, j'ai rencontré sa famille. Le premier dîner chez eux, c'était comme entrer dans un autre univers. Leur maison était une immense demeure coloniale en banlieue, avec des sols en marbre et des lustres en cristal. La mère de James, Patricia, était une juge à la retraite qui se comportait comme si elle était encore au tribunal. Son père, William, était plus discret, mais tout aussi raffiné. Ils avaient de l'argent, beaucoup d'argent, et ils tenaient à ce que tout le monde le sache. Patricia m'a accueilli avec un de ces sourires faux qui n'atteignent jamais les yeux. « Alors, c'est vous, l'enseignante dont James nous a parlé ?» a-t-elle dit, faisant sonner le mot « enseignante » comme une insulte. Tout au long du dîner, elle lançait des petites remarques. « Enseigner doit être tellement gratifiant spirituellement », disait-elle avec un ton condescendant. « J'imagine que les horaires sont agréables, même si le salaire ne l'est pas. » William était plus aimable, posant des questions sur mes élèves et hochant poliment la tête, mais je le voyais jeter des coups d'œil à sa femme, suivant ses signaux. James me défendait quand ça devenait trop évident, mais je voyais qu'il ne saisissait pas toute l'ampleur de la situation. Il avait grandi dans un monde où le racisme subtil était déguisé en sollicitude et le classisme en pragmatisme. Mais je l'aimais, alors je continuais d'essayer. J'apportais des cookies faits maison, me souvenais de leurs anniversaires et ravalais mes mots quand Patricia faisait des commentaires sur mes origines modestes. Je me disais que l'amour suffirait, qu'il finirait par voir qui j'étais vraiment. Puis James m'a demandé en mariage. C'était un samedi matin, dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous officiel. Il s'est mis à genoux avec une magnifique bague, et j'ai pleuré de joie. Pendant environ 30 secondes, j'ai cru vivre un conte de fées. Puis nous sommes allés annoncer la nouvelle à ses parents. Et les premiers mots de Patricia ont été « Eh bien, je suppose qu'il va falloir discuter d'un contrat prénuptial. » La façon dont elle l'a dit, si factuelle, comme si c'était aussi naturel que de planifier le menu du mariage. James avait l'air mal à l'aise, mais il n'a pas protesté. « Maman, on peut au moins célébrer d'abord ?» a-t-il demandé. Mais je voyais qu'il n'allait pas s'opposer à elle. Cette nuit-là, Patricia m'a appelé directement. « Tiana, ma chère, j'espère que vous comprenez que c'est pas personnel.
C'est juste que James a travaillé si dur pour bâtir sa carrière et avec votre situation, eh bien, nous devons protéger ce qu'il a construit. Ma situation, un euphémisme pour dire que j'étais noire, issue de la classe ouvrière et pas de leur monde. Le contrat prénuptial était brutal. Je n'aurais aucun droit sur ces biens, peu importe la durée de notre mariage. En cas de divorce, je recevrais une pension alimentaire minimale pendant seulement 2 ans. S'il mourait, je toucherais une petite somme d'une assurance vie, mais rien de son patrimoine. Et le pire, si je venais à embarrasser la famille ou à nuire à leur réputation, je n'obtiendrais rien du tout. James était là pendant que l'avocat de sa mère expliquait chaque clause, grimaçant de temps en temps, mais sans jamais objecter. « C'est juste une formalité, bébé », m'a-t-il murmuré. « Ça ne veut rien dire. » Mais ça voulait tout dire. Ça signifiait qu'ils me voyaient comme une menace, une opportuniste, quelqu'un qui ne pouvait pas aimer leur fils pour ce qu'il était. Ça signifiait qu'à leurs yeux, j'étais exactement ce qu'ils attendaient. Une femme noire pauvre cherchant à se faire une place. J'ai signé quand même. Je l'ai signé parce que je l'aimais, parce que je voulais prouver que je n'étais pas ce qu'ils pensaient, et parce qu'une partie de moi croyait que je méritais leurs soupçons. J'ai signé avec des larmes coulant sur mon visage, pendant que Patricia regardait avec ce sourire satisfait, comme si elle avait gagné un jeu dont je ne connaissais même pas les règles. 3 mois plus tard, tout a changé. Mon père, Robert, m'avait élevé seul depuis mes 5 ans. Ma mère était morte dans un accident de voiture, et nous n'étions que tous les deux dans notre petit appartement du sud de la ville. Il travaillait de longues heures à ce que je pensais être un boulot de bureau ennuyeux, mais il n'a jamais manqué une pièce de théâtre scolaire ou une réunion parents-professeurs. Il m'a appris à être forte, à travailler dur et à ne jamais laisser personne me faire sentir petite à cause de mes origines. Papa était mon héros, mon meilleur ami et mon plus grand soutien. Alors, quand il s'est effondré au travail à cause d'une crise cardiaque massive, mon monde s'est arrêté. J'ai passé 3 jours à l'hôpital, tenant sa main et priant. James était là avec moi, m'apportant de la nourriture et du café, me frottant le dos quand je pleurais. Pendant un moment, je me suis rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Il était gentil, attentionné et semblait sincèrement se soucier de ma douleur. Le 3e jour, papa m'a serré la main et a murmuré « Ma petite fille, quand tout ça sera fini, va à la banque, coffre-fort. Tout ce que tu dois savoir est là-dedans. » Il est mort 2 heures plus tard. Les funérailles étaient simples et modestes, comme papa l'aurait voulu. Quelques collègues de son travail sont venus, ainsi que des voisins et quelques collègues enseignants. James m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais et j'étais reconnaissante de l'avoir là. Je pensais que le deuil était la chose la plus dure que j'aurais à affronter. J'avais tort. Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel d'un avocat nommé M. Thompson. Il m'a dit qu'il était l'avocat de mon père depuis plus de 20 ans et qu'il devait me rencontrer au sujet de l'héritage. J'ai presque ri. Quel héritage? Papa conduisait une Honda vieille de 15 ans et vivait dans un appartement en location. Mais je suis quand même allée à son bureau et il m'a tendu une clé. Votre père a laissé des instructions précises. Il a dit, tu dois ouvrir le coffre-fort seul. Lis tout ce qu'il contient et ensuite nous parlerons. La banque était en centre-ville, dans l'un de ces vieux bâtiments imposants avec des colonnes de marbre. Le coffre-fort était plus grand que ce à quoi je m'attendais, et quand je l'ai ouvert, mes mains ont commencé à trembler. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos et des lettres. La première chose que j'ai vue était un article de journal de 1995. Un entrepreneur local en technologie vend sa start-up pour 2,8 milliards de dollars. La photo montrait une version plus jeune de mon père serrant la main de cadre. Je l'ai fixé, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur. Mais ensuite, j'ai trouvé d'autres articles, des certificats d'action, des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement, des photos de mon père, à des galas de charité, des réunions d'affaires et des conférences, des images de lui avec des personnes que je reconnaissais, des couvertures de Forbes et des articles du Wall Street Journal. Mon père discret et humble, qui conduisait une vieille Honda et vivait dans un petit appartement, valait près de 3 milliards de dollars. Les lettres expliquaient tout. Papa avait créé une entreprise technologique au début des années 90, développant des logiciels pour des institutions financières. Quand il l'a vendu en 1995, il est devenu l'un des plus jeunes milliardaires noirs d'Amérique. Mais il avait fait le choix conscient de vivre modestement, pour m'offrir une enfance normale,
sans les complications que ce genre de richesse entraîne. Je voulais que tu saches que ta valeur n'a rien à voir avec l'argent, avait-il écrit dans une lettre datée de quelques mois avant sa mort. Je voulais que tu sois forte, indépendante et ancrée dans qui tu es, pas dans ce que tu possèdes. Mais maintenant, tu es assez grande pour assumer cette responsabilité. Utilise-la sagement, ma petite fille. Utilise-la pour faire une différence. J'ai passé 2 heures dans ce coffre-fort bancaire, lisant chaque document, regardant chaque photo. Mon père avait secrètement financé des bourses d'études, soutenu des programmes éducatifs et fait des dons à des causes qui lui tenaient à cœur. Il avait bâti une fortune et passé sa vie à la redistribuer, tout en s'assurant que je ne me sente jamais différente ou spéciale à cause de l'argent. Quand j'ai enfin rencontré M. Thompson, il m'a expliqué que j'héritais de tout. Les actifs liquides, les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement. Après les impôts et les engagements caritatifs que papa avait déjà pris, il me restait un héritage de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. J'ai pensé à ce contrat prénuptial dans le coffre-fort de la famille de James, au sourire satisfait de Patricia. À toutes les fois où il m'avait fait me sentir petite et reconnaissante d'être simplement incluse dans leur monde. J'ai pensé aux remarques sur mes origines modestes et à la façon dont il m'avait traité comme un cas de charité. Et puis, j'ai commencé à rire. Ce soir-là, je me suis assise avec James et je lui ai tout raconté. Il était choqué, puis blessé que je ne lui ai rien dit plus tôt. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» n'osait-il de demander. « Pourquoi m'as-tu laissé faire ? Pourquoi as-tu laissé ma mère faire ? Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment ?» ai-je répondu. « Je voulais savoir si tu te battrais pour moi quand tu pensais que je n'avais rien. » Il s'est tué alors, et je pouvais voir qu'il repensait à tous ses dîners, à toutes les petites remarques de sa mère, à toutes les fois où il avait choisi de maintenir la paix plutôt que de me défendre. Le dîner suivant avec sa famille fut intéressant. Je n'ai pas annoncé mon héritage. J'ai juste laissé des indices. J'ai mentionné que je prendrais un congé de l'enseignement pour m'occuper d'affaires familiales. J'ai parlé de la découverte d'actifs familiaux et de la nécessité de rencontrer des conseillers financiers. Patricia, comme d'habitude, était dédaigneuse. « Oh, c'est charmant, je suis sûre que c'est merveilleux d'avoir un petit quelque chose de côté. » Elle m'a même tapoté la main, comme si j'étais une enfant qui avait trouvé un billet de 20 $. C'est là que j'ai sorti les relevés bancaires. Le silence était assourdissant. Le visage de Patricia est devenu blanc comme un linge. William s'est étouffé avec son vin. James fixait les chiffres, la bouche ouverte. « Je suis désolée, a balbutié Patricia, mais il doit y avoir une erreur. Ces chiffres ne peuvent pas être corrects. »« Oh, ils le sont, » ai-je dit calmement. Mon père était Robert Johnson, fondateur de Secure Flow Technologies. Peut-être en avez-vous entendu parler. Les yeux de William se sont écarquillés. « Vous êtes la fille de Robert Johnson ?»« Le seul et l'unique, » ai-je dit, savourant chaque seconde de leur choc. Le même homme dont vous trouviez les origines si modestes. Ce qui s'est passé ensuite était presque comique. Patricia a immédiatement fait marche arrière, trouvant soudain des raisons de louer l'acumen commercial de mon père et mes fortes valeurs familiales. William a commencé à poser des questions détaillées sur l'entreprise de papa, comme si nous étions de vieux amis. Même la sœur de James, qui m'avait à peine adressé la parole auparavant, a commencé à m'envoyer des textos pour qu'on se retrouve pour déjeuner. Mais la personne que j'observais avec le plus d'intérêt était James. Il ne fêtait rien, il n'était pas fier. Il était gêné de m'avoir laissé signer ce contrat prénuptial. Gêné que sa famille m'ait maltraité. Mais surtout, gêné que sa petite amie soit désormais plus riche que toute sa famille réunie. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ne cessait-il de demander. « On aurait pu éviter tout ça. »« Vraiment ?» ai-je répondu. « M'aurais-tu aimé différemment ? Ta mère m'aurait-elle traité avec respect ou auriez-vous simplement trouvé de nouvelles façons de me faire sentir que je n'étais pas à ma place ?» Il n'a pas pu répondre, et nous savions tous les deux pourquoi. La relation a continué à boitiller pendant un mois, mais c'était fini. James ne supportait pas l'inversion des rôles. Il ne supportait pas que je n'ai plus besoin de lui, ni de l'approbation de sa famille. Il était tombé amoureux de l'idée d'être mon sauveur, de m'élever à son niveau. Maintenant que j'étais au-dessus de son niveau, il ne savait plus comment être avec moi. Patricia continuait d'essayer de reconstruire notre relation, m'invitant à des événements caritatifs et des rassemblements familiaux. Mais j'avais vu son vrai visage, et aucun montant d'argent n'allait effacer ça. Elle ne me respectait pas. Elle respectait juste mon compte en banque.
La goutte d'eau est venue quand James a suggéré qu'on déchire le contrat prénuptial et qu'on reparte de zéro. « On peut arranger ça », a-t-il dit. « On s'aime, non ? Vraiment ?» ai-je demandé. Parce que l'homme que j'aimais ne m'aurait jamais laissé signer ce contrat prénuptial en premier lieu. L'homme que j'aimais se serait opposé à sa mère au lieu de la laisser me traiter comme une menace. L'homme que j'aimais aurait vu ma valeur avant de connaître ma fortune. Je lui ai rendu la bague et j'ai gardé le contrat prénuptial. Pas par amertume, mais parce que je voulais me souvenir de la leçon qu'il m'avait apprise. Ne jamais laisser personne te faire sentir petit à cause de tes origines. Ne jamais te contenter de quelqu'un qui ne te défendra pas quand tu ne peux pas te défendre toi-même. Et ne jamais, jamais laisser quiconque te traiter comme moins que ce que tu es. Un an plus tard, j'ai créé la Fondation Robert Johnson, axée sur l'éducation et les opportunités pour les communautés défavorisées. J'enseigne toujours, mais maintenant dans une école que j'ai construite. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, un homme qui ne savait rien de mon argent quand il est tombé amoureux de mon rire dans la file d'attente d'un supermarché. C'est un travailleur social qui gagne une fraction de ce que j'ai. Mais il me voit, il me valorise et il se battrait contre le monde entier pour moi s'il le fallait. Le cadeau de mon père n'était pas seulement l'argent. C'était la leçon que la vraie richesse vient de savoir que ta valeur n'a rien à voir avec ton portefeuille. Le contrat prénuptial de Patricia était censé protéger son fils de moi, mais il a fini par me protéger d'une famille qui ne pouvait jamais voir ma valeur. Parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous est de vous montrer exactement qui il est. Ce contrat prénuptial a été l'éducation la plus coûteuse dont je n'avais jamais su que j'avais besoin et il valait chaque centime que je n'ai pas eu à payer. Ce contrat prénuptial m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Ne jamais laisser personne te faire sentir petit à cause de tes origines. Mon père a caché sa richesse pour m'apprendre l'humilité. Mais j'ai appris que la valeur de soi n'est pas une question d'argent. C'est une question de connaître sa propre valeur. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous pour d'autres histoires vécues. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà été jugé pour vos origines? Je lis chaque commentaire. À la prochaine, rappelez-vous que vous valez plus que l'opinion de quiconque.